Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Depuis longtemps, le ver est dans le fruit, infiltré sur la terre, envoyé des enfers. Parmi les hommes, le séducteur approche, pendant les millénaires, c'est l'adversaire. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Par catégorie, les âmes Bonjour, aujourd'hui s'enchaînent, nous pour sommes naître, ils deviennent leur esclave. on dirait quelque chose comme on est vendredi, on serait bien le 6. Ouais, quelque chose comme ça, 6. C'est pas vérifié. Alors, drôle de temps, un peu gris, un peu automnal, et une journée pas vraiment stimulante. Donc aujourd'hui, petite baisse de morale, c'est normal. Quand il faut admettre que il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui, petite baisse de morale. Voilà. Pas très bien. Et quand c'est comme ça, ben, il faut laisser passer. Il n'y a pas à dire. On passe tous par là, plus ou moins. Ça dépend évidemment des éléments qui nous préoccupent. Mais en tous les cas, j'imagine qu'on est tous comme ça. Hein. C'est un nuage qui passe et bah voilà, pas trop le moral. Et ça fait partie de cette vie. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas toujours surmonter les épreuves d'une manière chevaleresque. Il y a des moments où ça baisse, on a moins de force, on y croit moins. Ou tout au moins, il n'y a pas la force. Ah, cette force, elle est là ou pas là, ça dépend des moments. C'est ça être homme, c'est ça notre condition humaine. C'est aussi reconnaître que on ne cherche pas à faire semblant. Il faut admettre, il faut reconnaître nos moments de faiblesse également, c'est important. De les assumer, en tous les cas de les remarquer, de les repérer. Ça ne sert à rien de faire semblant, de cacher, de masquer. Il ne s'agit pas non plus d'être exubérant et de les imposer. Mais voilà, il y a des moments, on dira, il y a des moments de flottement. Un peu de flottement. Tout le monde traverse ces moments-là. Tout le monde. Et quand c'est comme ça, on a du mal à concentrer. On a même du mal à se concentrer pour lire un livre. On a du mal à se concentrer pour s'intéresser à quelque chose. Tout vous semble anecdotique. Même la politique, même si j'ai fait hier un petit sujet sur Barnier, mais c'est vrai que tout ça vous paraît une forme de théâtre d'ombre, mais ça vous paraît bien lointain tout ça, bien lointain par rapport à ce qui nous préoccupe. On a l'impression
On a l'impression de toujours jouer les mêmes scénarios, de recommencer les mêmes trucs. Des murs. Ça c'est bon pour la santé, hein, on en profite. Des murs bio. Et là il y en a en ce moment. Je regardais les statistiques de ma chaîne, c'est impressionnant. Hein. 50% de mes auditeurs ont plus de 65 ans. 50%. Et après ça décline et ça tombe à 2% pour ceux qui ont entre 25 et 35 ans. Ça veut dire qu'en dessous de 35 ans, il n'y a personne qui est intéressé par ma chaîne. Ça commence au bout de 55 ans, un peu là. Mais le gros de ma clientèle, c'est plus de 65 ans. Incroyable. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même au niveau des générations. Il y a une coupure quand même. On n'a vraiment pas les mêmes préoccupations. Les mêmes questions. On n'est pas traversé par les mêmes questions. On n'est pas traversé par les mêmes préoccupations, ça c'est évident. Et on ne vit pas dans le même temps. On est dans des espaces-temps différents. C'est ce que je constate. Il y a un grand décalage. Ça n'empêche que je suis quand même attentif à ce qui est produit par les jeunes sur le net, sur les réseaux. J'essaie de m'y intéresser, de regarder qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui les intéresse, comment ils s'expriment, etc. Parce que ça va devenir un univers totalement pour nous étrange, tellement la scission semble comme il y a une scission qui est en train de se faire, comme deux mondes. Alors il n'y a pas de problème avec les gens de ma génération, ou dans ma génération. On se comprend très très bien. On a quasiment les mêmes... on a eu des vécus un peu semblables, on a des ressentis qui se rapprochent, même en dehors du fait politique, mais on a des préoccupations un peu existentielles aussi. On a un rapport à la spiritualité un peu semblable. Vous voyez, on n'est plus vraiment dans la religion, mais on y est un peu. On est interrogatif sur le sens de la vie. Quand vous écoutez Jean-Marie Dominique Michel, c'est bien ça, Jean-Dominique Michel, que je dise pas de bêtises, Jean-Dominique Michel, je crois, c'est comme ça. Sa chaîne, vous verrez, il est de notre génération, il pose les bonnes questions. Il a fait une vidéo sur la spiritualité qui est très bonne. Et vous me corrigerez, hein, je ne sais pas si c'est... J'espère ne pas me tromper dans Jean-Dominique Michel, je crois, mais vous vérifierez. Hein. Peut-être trompé. Puis j'interromps pas, c'est pas très grave. Vous voyez un peu de qui, peu importe si vous voyez ou pas qui c'est, en tous les cas, c'est un anthropologue qui parle beaucoup sur YouTube et qui pris position sur le vaccin, etc. Mais en tous les cas, il a les mêmes questions en quelque sorte. Mais ce sont des questions générationnelles. Ce sont des questions générationnelles qu'on partage, qui font écho, mais ça ne touche pas les plus jeunes. Les questions que nous posons, nous, ne touchent pas les jeunes.
Ça, c'est un constat. Parce que je vois bien qu'il n'y a pas d'écho à mes questions chez la jeune génération, du tout. Il n'y a pas d'écho du tout, du tout, du tout. Ça ne leur parle pas, ça ne les intéresse pas, ils sont ailleurs. Ils sont sur une autre fréquence. Ça, on est obligé de le constater. Ça veut dire que notre monde à nous, à notre génération, va vraiment s'éteindre. Il n'y aura pas un relais, il n'y aura pas une poursuite, il n'y aura pas une relève, il n'y aura pas ça. En tous les cas, au sens où on l'entend. Ils vont vivre dans un monde modifié, un monde qui sera très très différent, avec des valeurs et des repères qui seront très différents. Il n'y a pas de continuité là, il y a une rupture. Parce qu'il faut bien voir qu'autrefois c'était pas comme ça. On aimait écouter des anciens. Moi je vois quand j'étais jeune, j'aimais écouter des vieux prêtres ou des... Au contraire, on se régalait quand on avait des témoignages de personnes plus anciennes. On les écoutait avec attention parce que ils avaient bien sûr des anecdotes à nous raconter sur leur vie, parfois des conseils justifiés et parfois des questions, ils répondaient à certaines questions auxquelles on se pose, des questions auxquelles on se pose, des questions que l'on posait, pardon, vous voyez, j'arrive plus à parler. Et donc, il y avait un lien entre les générations, ça je m'en souviens très très bien. Et puis, aujourd'hui, il y a vraiment une rupture générationnelle, mais je peux pas, moi personnellement, je vis tellement en dehors du monde, en dehors de la société, je me suis tellement écarté de la société, j'ai une vie sociale très, très mince, que je ne sais pas, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, peuvent mieux s'en apercevoir que moi. Ceux qui sont qui ont une filiation, peuvent s'en rendre compte peut-être, mieux que moi. Moi je connais des gens de mon âge, ils ne peuvent plus communiquer avec leurs enfants, qui ont 30, qui ont entre 30 et 40 ans. 25, 30, 40 ans. Je veux dire, des gens de 60, 70 ans ne peuvent plus communiquer avec ces jeunes parce qu'ils n'ont pas les mêmes... Ils ne résonnent pas du tout pareil. Du tout, du tout. Ça résonne totalement différemment. Et c'est ça qui m'avait... je dirais que ce qui m'avait étonné quand j'avais une cinquantaine d'années, que je travaillais dans une auto-école, comme je vous ai dit déjà, avec des jeunes arabes et des jeunes noirs, c'est que par rapport aux jeunes occidentaux, aux jeunes blancs, ce qui m'avait surpris, c'est que il y a encore chez eux, c'est marrant, il y avait encore, alors je ne sais plus si c'est vrai aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait encore un rapport avec les anciens, ils avaient un respect pour les anciens. En tous les cas, ceux que je fréquentais, je discutais assez facilement avec eux, j'échangeais beaucoup. Ils m'écoutaient, ils s'étaient intéressés par ce que je leur racontais, mes histoires et tout. Ils étaient intéressés, il y avait un dialogue entre vieux et anciens. Dans un cadre d'hommes plutôt, il y a très peu de filles évidemment, mais parce que dans les milieux... musulmans, il y avait évidemment plus de... Les hommes se retrouvent plus entre eux au café et tout ça, il y a moins de mixité, c'est évident. Mais à la rigueur, mais par contre, il y avait une mixité au niveau générationnel, c'est-à-dire que moi, je me souviens, je discutais avec eux, ils écoutaient, il y avait un dialogue, il y avait un intérêt. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il y a encore ça chez eux, qu'il n'y a plus chez nous les Français, les Occidentaux. Et je vous dis pas quand je suis allé en Afrique. Là, en Afrique, c'est encore... Alors là, il n'y a aucun souci, quoi. Les jeunes vous parlent. Les jeunes de 20 ans, je me souviens, quand je suis allé au Burkina Faso, j'étais avec plein de jeunes qui discutaient avec moi, ils me posaient des questions. Ils étaient curieux de questions. Et je leur expliquais des choses de la société française, etc., avec mon angle de vue, mais ils étaient attentifs, ils écoutaient, et on échangeait avec respect. Il y avait du respect, vraiment, mais c'est d'Afrique. Hein.
Là-bas, on respecte les anciens, il n'y a pas de problème. Encore aujourd'hui, je pense. Donc, il y avait un respect. Respect, donc, une forme au-delà du respect, il y avait encore une relation une relation, mais réciproque, qui était respectueuse. Moi, je les respectais, eux me respectaient. Mais cette relation faisait qu'on échangeait et on avait on avait des points sur lesquels on pouvait s'entendre, se comprendre. En tous les cas, il y avait des centres d'intérêt qui pouvaient se rejoindre. Curieusement, avec nos Français de souche, nos jeunes Français de souche, nos jeunes occidentaux, la rupture est beaucoup plus dure, beaucoup plus violente. C'est très, très étonnant, ça. Très, très étonnant. Et ça se confirme à travers ma chaîne. C'est pas normal qu'il y ait une proportion si mince de jeunes. Ça devrait être plus équilibré. Et non. Non. Donc on est en train de... Il y a une scission qui est en train de se faire, une séparation, et on est en train de vivre les uns et les autres vraiment sur une planète complètement différente. On fait demi-tour, et on revient à la maison. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais je ne peux pas encore me dire si c'est bien ou mal. Est-ce que c'est bien qu'ils changent totalement de logiciel, de registre, qu'ils ne soient plus du tout dans nos codes à nous? Je ne sais pas si... Peut-être c'est bien, hein, j'en sais rien. Je n'ai pas trop d'avis sur... Peut-être que notre monde doit vraiment s'effacer. Peut-être que notre monde, nous, notre manière de fonctionner, de réfléchir, doit laisser place à autre chose. Est-ce que cette autre chose sera meilleure ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Là-dessus, je n'ai pas d'opinion précise. C'est juste un constat que je fais. Et ce constat me fait voir que, de toute façon, on va être dans le monde contemporain, on va être à la remorque. On va finir à la remorque, c'est-à-dire qu'on va être considérés comme des dinosaures. Et ça sera nous les dinosaures. Ça va vite arriver. Hein. Et donc il n'y aura plus de... On n'aura plus de nécessité de marquer notre passage sur Terre. On n'aura plus d'écho. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ça n'aura aucun effet. D'où notre inutilité finalement sur cette planète. Donc on peut partir sans regret et la quitter sans regret puisque en fait on sert à rien. C'était un peu ça le sujet. C'est-à-dire que finalement, à la rigueur, notre génération, on peut l'aménager, on peut aménager nos dernières années pour vieillir ou mourir dans de bonnes conditions. Quand je dis de bonnes conditions, ça veut dire essayer de sauver notre dignité, de finir pas trop dans un état trop déplorable physiquement, et puis aménager un peu notre vie correctement, pour que ça se termine, pour tenir, pour garder un peu notre dignité. Et puis après, ben voilà, hein. Après la vie s'éteint et c'est bye bye. Mais je crois que ça va se finir comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de nécessité il n'y a pas, si vous voulez, à s'acharner ou s'exténuer à vouloir changer quoi que ce soit. Nous ne changerons rien. Nous ne changerons rien. Nous ne pourrons rien changer puisque nous ne fonctionnons. C'est la génération qui prend le relais, qui va, elle, construire son monde, qui va construire le monde, qui va naître là, ce nouveau monde, qu'il soit politique, économique et technologique. La spiritualité,
Il n'y en aura peut-être plus, au sens où on l'entend nous. Il n'y aura peut-être plus de place pour l'au-delà, la spiritualité, la méditation, la connexion. Il n'y aura peut-être plus, je ne sais pas. Peut-être que c'est un monde qui va se couper tout à fait du monde intérieur, du monde mystique, et qui va être dans la matière d'une manière beaucoup plus brutale et plus radicale. Voilà, cherchez le mot. C'est pas exclu. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est une forme de préparation au transhumanisme et donc à une forme de métamorphose de l'homme en tant qu'être hybride et robotisé. C'est ce vers quoi on va, visiblement. Et la fameuse intelligence artificielle que j'utilise pour mes chansons, grosse contradiction, direz-vous, bah, participe à ça, évidemment. Mais si on arrive à... Moi, je me dis, si on utilise le transhumanisme, ou tout au moins les outils du transhumanisme, tels l'intelligence artificielle, et si nous, on y introduit notre âme dedans, peut-être qu'on peut la modifier. Peut-être, c'est expérimental. C'est une hypothèse. En tous les cas, ça ne mange pas de pain d'essayer de l'humaniser, cette technologie, cette intelligence artificielle. Essayer de l'humaniser si on peut. Peut-être pas, peut-être, je ne sais pas. C'est expérimental. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque à essayer d'insuffler dans toutes les choses qui nous adviennent quelque chose d'humain, quelque chose de notre âme, quelque chose d'autre qui vient du monde invisible? On peut toujours essayer, voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on risque? Rien. Parce que de toute façon, le rouleau compresseur, il est là. Et donc, la situation semble irréversible. Je dirais la marche de la nouvelle génération semble déjà calibrée d'une certaine manière et on ne pourra pas faire grand-chose pour modifier sa trajectoire. Donc on aura une civilisation hyper connectée, hyper technologique, hyper robotisée. Une société sans âme, du tout. Il n'y aura plus d'âme. Et donc, ce sera une société froide. Comme ça l'est déjà dans beaucoup d'endroits. Vous savez, l'autre jour, je vous ai parlé de l'IRM que j'ai passé. Ben, c'était une société aseptisée, c'est-à-dire c'est propre, c'est tout ce qu'il faut, mais c'est froid, c'est plus humain. Est-ce qu'on peut guérir dans un univers qui devient déshumanisé? Est-ce que le corps peut guérir? Je ne sais pas. J'ai des doutes. Et donc, c'est vrai que quand on pense à tout ça, ça donne pas le moral, quoi. Il y a des gens, ils sont bien plus positifs que moi. Il y en a qui disent oui, ça va aller mieux, ça va s'arranger, Jésus va revenir. C'est le dernier moment, mais après, c'est les derniers moments qui sont les plus difficiles, mais derrière, il y aura un renouveau, il y aura un réveil des consciences, il y aura, etc. Il y aura plein de belles choses qui arriveront. Très objectivement, je vois pas trop d'éléments ou de signes qui me convaincants, qui me suggèrent ce type de possibilités. En gros, je peux imaginer qu'il y aura une mince
minorité très 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 mince de jeunes gens, de jeunes femmes qui auront les lumières, qui auront les révélations. Ils seront extrêmement minoritaires. Mais je crains que ces quelques lucioles, quelques éléments qui sont éveillés, je crains qu'ils soient enfermés rapidement dans des hôpitaux psychiatriques, tellement ils seront considérés comme des personnes folles ou complètement anormales pour ce monde-là, qui est en train de se dessiner. On les mettra dans des parcs où on les enfermera, parce qu'ils seront considérés comme menaçants pour la structure globale du monde, qui sera, lui, déshumanisé, qui ne laissera pas passer l'humain. Il y a des films de science-fiction comme ça, qui anticipent ça. C'est-à-dire vraiment une chasse à l'homme de ceux qui auront encore une âme. Parce que ceux qui auront une âme seront absolument minoritaires dans les prochaines années. Ça préfigure vraiment un monde, un monde très 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 noir. J'ai eu vous savez, je vais finir par ça. Quand j'avais 30 ans, j'ai demandé ma mutation. J'étais du côté de Tours, à Èvre, un petit village près de Tours. Et je travaillais dans un centre informatique du Crédit Lyonnais, parce qu'à l'époque j'étais un employé du Crédit Lyonnais. Et je vivais dans la campagne, en pleine campagne, dans une maison de campagne, une ancienne ferme. Ça me plaisait déjà à l'époque d'être isolé dans la campagne, etc. La plupart de mes collègues, eux, étaient dans des immeubles, dans des banlieues. Et eux, ils voulaient vivre dans la ville, surtout pas dans la campagne. Déjà, j'étais nouveau, pas comme les autres, et j'avais 30 ans. Et puis, figurez-vous que j'ai fait l'erreur de demander ma mutation à Paris, parce que, pareil, question d'évolution, et je voulais être programmeur, et à l'époque, on faisait la programmation COBOL. Donc j'ai suivi une formation COBOL en 6 mois, que le Crédit Lyonnais m'a payé, et ils m'ont affecté comme programmeur dans un service à la Défense. Et là, j'ai basculé dans un autre monde, c'est-à-dire que la Défense, j'habitais à Suresnes, rue de Verdun, je me souviens, j'avais trouvé un appartement correct, mais vraiment très bruyant, très très bruyant, parce que la rue de Verdun était bruyante. Et l'appartement, c'était un petit duplex, ça allait, ça pouvait être pire, hein, donc là ça allait. Il y avait une terrasse et tout, donc ça allait. Et puis, mais c'était bruyant. Et puis, j'allais à la Défense tous les jours, et là, et je travaillais qu'avec des informaticiens. Et là, ça a été la catastrophe. Là, j'ai sombré. C'est là que j'ai commencé à vraiment me prendre une grande claque. C'était terrible, terrifiant. La Défense, c'est vraiment l'archétype de la société futuriste, inhumaine, déshumanisée, totalement déshumanisée, avec tous les services que vous voulez, les salles de sport, les centres commerciaux, tout, mais totalement déshumanisée, totalement. Et là, j'ai craqué. Complètement craqué. J'ai peur que notre monde futuriste ressemble à cette Défense dans laquelle j'ai travaillé. C'est-à-dire un monde totalement déshumanisé. J'ai travaillé avec des informaticiens qui étaient inintéressants au possible. Ils étaient tous derrière leur PC, pissaient des lignes, comme on disait à l'époque. On travaillait, on faisait des programmations COBOL. Une fois, moi j'étais sur les distributeurs de billets, et puis dans ma programmation, je m'étais trompé, j'avais fait une erreur, et le Crédit Lyonnais perdait, je sais pas, 1 million d'euros par jour à cause de moi. Parce qu'il y avait j'avais fait une erreur. Enfin, il m'en avait pas voulu parce qu'il me dit ça arrive, mais quand même, j'ai fait une petite erreur de programmation
qui faisait que Crédit Lyonnais payait 1 million, comme ça il payait 1 million de francs par jour, je crois. C'était une virgule que j'ai oubliée ou un compte que j'ai oublié quelque part. Et quand c'est comme ça, la responsabilité que vous avez quand vous êtes programmeur, voilà. Donc, j'ai dit non, il ne faut pas que je fasse ce travail. C'est là que je me suis mis à mon compte parce que c'était l'horreur. J'étais mal. C'était vraiment, j'étais tombé vraiment dans l'univers le plus inhumain qui soit. Le plus inhumain qui soit. Donc la défense. Mais si vous allez à la défense, vous avez une projection de ce que peut être le monde de demain, le monde du futur. C'est-à-dire un monde, effectivement, peut-être aseptisé, mais où tout le monde est lobotomisé, robotisé, et vraiment, c'était tous des caricatures, quoi. Tous. Les humains sont broyés, l'âme est broyée, pas les humains, l'âme. Et les gens qui travaillent à la défense sont des gens sans âme. Si vous avez une âme, vous ne restez pas dans un univers pareil. C'est impossible. C'est trop inhumain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe chez la jeune génération. Je pense qu'ils sont heureux dans cet univers déshumanisé. Je pense que ça leur convient, puisque progressivement, petit à petit, ils se séparent de leur âme. Ils n'ont plus d'âme. Et on est loin, si vous voulez, de l'initiation spirituelle ou de la transmission. On est loin parce que il y aura très peu d'élus chez cette génération-là, étant donné qu'ils sont quasiment coupés de leur âme. Coupés. Et le peu qui reste, ils seront mal vus, ils seront isolés, marginalisés, et voire enfermés dans des camps parce qu'ils seront incompris. On les prendra pour des fous. Ce que moi déjà on m'a pris, on m'a déjà pris pour un fou, dans bien des situations. Donc je vois bien un peu mais ça va encore, je m'en suis sorti, mais je vois que ceux qui vont me suivre, là, ça va être encore pire. Donc oui, ça donne pas le moral tout ça. C'est vrai que ça donne cette perspective-là. Et je me dis finalement, c'est là où je me disais finalement, à quoi bon encore, à quoi bon rester sur Terre, à quoi bon, puisque de toute façon c'est destiné à devenir un véritable enfer, pour ceux qui ont encore une âme, ceux qui sont encore habités. Alors vous savez qu'on s'entende bien, c'est pas parce qu'on a une âme et qu'on est habité par une quête intérieure, qu'on est parfait, qu'on n'a pas de défaut, qu'on est pur, rien de tout ça. On est des pécheurs, on est des gens qui avons beaucoup de défauts, on est loin d'avoir on n'a pas une image lisse, non. Simplement, on en est plus ou moins conscient quand même de nos limites, de nos défauts, de nos manquements, de tout ce que vous voulez. On en est conscient, plus ou moins en tout cas. On joue avec en disant que, voilà, des fois on les minimise, des fois on les exagère. Enfin ça c'est notre nature humaine, mais le fait d'avoir une âme ne veut pas dire qu'on est des êtres parfaits. Ça n'a absolument rien à voir. Il peut y avoir des truands qui soient des êtres avec une âme, qui soient habités par une âme, j'en ai rencontré. Oui, des voleurs, des gens qui ne sont pas dans le droit chemin, mais ils sont habités quand même. Ils ont quand même cette âme. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, mais au moins ils ont une âme, il y en a. Donc ça n'a rien à voir avec notre comportement, ça n'a rien à voir avec la morale, voilà. Ou une forme de comportement qui serait parfait. Non, mais on est habité par quelque chose. On est encore habité par quelque chose. Notre personne est encore le dépositaire de quelque chose de ce qu'on appelle l'âme, quoi. Alors j'utilise des mots simples pour dire tout ça. J'utilise des mots très simples, c'est pas compliqué.
Enfin, je veux dire, je n'utilise pas des mots complexes, mais je pense que beaucoup me comprennent à travers les mots simples que j'utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah écoutez, on va se quitter, hein, c'est vendredi soir. On va se quitter sur cette note un peu triste, mais c'est pas grave. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Depuis longtemps, le ver est dans le fruit, infiltré sur la terre, envoyé des enfers. Parmi les hommes, le séducteur approche, pendant les millénaires, c'est l'adversaire. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Par catégorie, les âmes s'enchaînent, pour naître, ils deviennent leur esclave. Attachés par de mauvaises lumières, ce mal attire et détruit le cœur. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Des prophètes ont tenté d'éveiller, d'autres se sont fait chevaliers. Ils avaient pour arme la vérité, épuisés par les batailles, tous ont échoué. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Grand vainqueur de ce théâtre, leur alliance semble puissante. Dans ce combat inégal, je me bats. Mon armure a pour blason le soleil. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Tu t'es cru éternel dans un mode mortel, cruelle est ton histoire humaine. Tu as perdu le sens des règles, et puis pour finir tu acceptes le mystère. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence.